Culture d'Islam par Abdenour Bidar. Aujourd'hui, dans Culture d'Islam, place au regard empêché. Empêché, en deux mots. Non seulement quelque chose qui est empêché, c'est-à-dire quelque chose qu'on empêche de se produire, mais le regard également qui porte le péché, ou le risque du péché, ou la peur du péché. Donc le regard empêché. Ce sera avec Lilia Bacha et Youssef Sedik. Mais en attendant, et comme la semaine dernière, vous avez été très nombreux à plébisciter l'ensemble Al-Kindi, nous restons encore en compagnie de ces magiciens magiques de l'ensemble Al-Kindi réunis autour de Julien Weiss. On est à la grande mosquée de Damas avec les chanteurs du chœur de la grande mosquée de Damas. Et on écoute d'abord une improvisation de Ney. Flûtiste damascin, élève de Abdel-Salam Safar, il est considéré actuellement comme le meilleur interprète de cette flûte de roseau qu'on appelle le ney. C'est Ziad Qadi Amin. Ziad Qadi Amin qui est syrien et qui, depuis quelques années, a été intégré à cet ensemble Al-Kindi et a participé à de nombreuses tournées de cet ensemble partout en Occident. Et après avoir tendu l'oreille et écouté, comme d'habitude, nous les êtres humains, nous nous remettons à parler. Et pour parler, pour dialoguer aujourd'hui, on est trois. Lilia Bacha, bonjour. Bonjour. Youssef Sedik, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Culture d'Islam. C'est dimanche après-midi, on a 1 heure devant nous. Et on a 1 heure devant nous pour parler d'un livre très nourri, très approfondi. Je crois d'ailleurs que c'était au départ l'objet d'un travail de thèse. Oui, tout à fait. Lilia Bacha, Oui. c'est ça? Oui. Un livre qui a un beau titre, un titre que j'ai évoqué dès le départ et dont vous allez nous expliquer d'emblée un petit peu la signification.
Ce titre, c'est Le regard empêché. Il y a un jeu de mots sur le empêché. Le sous-titre, c'est Réflexion sur le regard porté sur le corps féminin. Et pendant cette émission, il va en être question de ce corps féminin, de ce regard porté sur le corps féminin. Je précise d'abord, avant même d'entrer avec vous et avec Youssef Sedik dans la réflexion à partir de ce livre, que vous êtes artiste plasticienne. Oui. C'est ça? Oui. Vous menez donc un double travail, à la fois plastique et de recherche théorique. Tout à fait. Oui. Puisque ce livre est le résultat, je l'ai dit, d'un travail de doctorat, c'est ça, au départ? Oui, de doctorat en arts et sciences de l'art à la Sorbonne. Et donc, le travail qui nous est demandé pour ce doctorat, c'est de mener une activité plastique, de faire des œuvres plastiques et aussi de mener une réflexion autour d'un sujet, de notre choix. Ah, c'est intéressant. Donc, on vous demande un double engagement théorique et pratique. Tout à fait, oui. Voilà, pratique dans une démarche artistique. Vous êtes donc artiste plasticienne. Vous exposez. À quoi ressemblent vos œuvres, Essayez de nous les décrire. On est à la radio. Oui. Donnez-nous à voir quelque chose d'emblée, s'il vous plaît. Je dirais que je suis une artiste assez timide, ce qui ne va pas très bien avec les artistes. C'est presque un oxymore, artiste timide, non? Oui, alors, j'ai une production que je n'expose pas beaucoup, même si, bien sûr, j'ai eu l'occasion d'exposer lors d'expositions collectives. Mais c'est vrai que toute seule, je n'ai pas encore vraiment fait d'exposition. Et alors, ça ressemble à quoi? C'est de la peinture, c'est de la sculpture, ce sont des installations? Alors, tout commence, pour moi, c'est une histoire d'envie et de désir. Donc, tout a commencé par les dessins. J'aime beaucoup dessiner. Oui. Mais petit à petit, j'ai découvert d'autres moyens, d'autres supports. Et donc, on peut trouver des dessins, mais on peut trouver également des images, des photos travaillées par ordinateur, voilà. D'accord. Et donc, sur le plan de la recherche théorique, ça donne ce livre, Le regard empêché. J'imagine que vous avez fait une sélection à partir de votre travail de thèse. Il n'y a pas tout le travail de thèse Absolument. dedans. C'est souvent le cas. Ça a beaucoup changé. Oui, j'ai un peu réécrit. Bien entendu, oui. Oui, le texte. Oui. Pour une question toute bête de droit d'image, parce qu'à l'origine, la thèse était accompagnée d'un livre où il y avait beaucoup d'images qu'on pouvait regarder en même temps. Et il y a une analyse qui part de ces images-là. Et pour ce livre-là, comme c'était un peu compliqué d'afficher les images, j'ai un peu réécrit le texte de manière à ce que le lecteur puisse comprendre l'idée qui est là et suivre le raisonnement sans avoir forcément les images sous les yeux, même si ce serait bien de tout à fait. Et pour les images, de toute façon, vous donnez à chaque fois des références qui sont extrêmement précises. Donc j'imagine qu'il n'est pas difficile de se reporter ailleurs à ces images. Alors, immédiatement sur le titre, qui doit être un peu énigmatique pour nos auditeurs, Le regard empêché. Je disais que il y avait un jeu de mots avec la notion de péché, puisque empêché, vous l'écrivez EN tiré et péché comme un péché, c'est-à-dire comme une faute, en tout cas la qualification religieuse de la faute. Oui. Dites-nous déjà un mot sur le empêché. En quel sens est-ce que le regard est empêché? D'abord, j'ai mis du temps à trouver ce titre, mais c'est vrai que ce titre est venu un peu de façon spontanée. Je ne l'ai pas vraiment... Et d'ailleurs, moi, ce que je reproche à ce titre, c'est qu'il, il y a quelque chose, c'est qu'il ne parle pas du corps, alors que le livre parle bien évidemment du corps et ne parle pas de la femme. Et le livre parle de la femme. Mais tout ça, c'est présent dans le sous-titre. Réflexion sur le regard porté sur le corps féminin. Oui, c'est pour ça qu'il y a le sous-titre. Mais c'est vrai que souvent, pour présenter un livre, on se contente de donner juste le titre, et c'est ce titre-là qu'on retient. Mais pour moi, c'est assez représentatif de ce qui m'a poussée à écrire ce livre, au fond, de la motivation première, parce que c'est une histoire, ce livre. C'est une histoire, la mienne, que je partage avec les gens, et c'est une histoire qui part d'un regard empêché, là pour le coup en un seul mot, où j'ai senti qu'il y avait un empêchement, et qui était empêtré dans une sorte de péché, et j'ai essayé de décortiquer tout ça. Pas forcément de refuser ça d'une façon catégorique, mais juste de revenir à l'origine de tout ça et de comprendre pourquoi. Oui. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est caractéristique de votre livre. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans une démarche qui est une démarche moralisatrice ou contre-moralisatrice. C'est-à-dire qu'il consisterait à dire, pour faire simple, le regard sur la femme ou sur le corps féminin dans la culture musulmane en général
dans la société tunisienne, Oui. peut-être en particulier, parce qu'il y a un ancrage, voilà, il y a un ancrage, et Youssef aussi, hein, il y a un ancrage très fort dans votre livre à travers des proverbes, des expressions, des traditions très simples, etc. Donc la thèse, ce serait simple, ce serait dans la culture musulmane, le regard sur le corps féminin a de tout temps plus ou moins été censuré, empêché, contraint. C'est bien ou c'est pas bien. Hein, oui. Voilà. Vous n'êtes pas dans cette démarche qui serait moralisatrice ou contre-moralisatrice. Vous êtes dans une analyse qui va se nourrir beaucoup d'anthropologie, de psychanalyse, de philosophie, d'esthétique et d'image, également, oui, tout à fait. pour essayer de comprendre une véritable énigme. Et c'est, je crois, là-dessus qu'on va essayer de se centrer ou de se concentrer aujourd'hui, sur cette énigme de ce qui est vu ou de ce qui est mal vu dans le corps féminin et dans le regard qu'on porte sur le corps féminin. Youssef Sedik, enfin, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour, j'écoutais religieusement. Religieusement, j'en doute. Si. Avec un peu d'esprit critique quand même, déjà en alerte, non? Non, je suis très très content d'être avec Lilia parce que c'est presque... c'est peu modeste de dire une disciple, mais instantanée ou presque, parce que je viens de la connaître et elle m'a demandé, dans un village natal, Kilibia, dans sa ville natale, de lui faire une préface. Ça m'a étonné, j'étais très sceptique, et quand j'ai lu le livre, j'ai eu la même impression que vous, Abdenour, de trouver un livre bourré de références et de sérieuses références. C'est quelque chose de très très épais comme travail universitaire et qui est devenu un travail pour tout le monde. Moi, je l'ai donné à lire à beaucoup de gens qui ne sont pas dans l'universitaire et qui ont trouvé ça un livre, une vraie œuvre. Oui, alors ça me faisait très plaisir de vous réunir tous les deux aujourd'hui. Déjà, j'ai été très touché par votre différence d'âge. Je me permets de le dire parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre d'une transmission. C'est important, la transmission. Hein, c'est très important, les héritages, quand ils sont assumés manifestement des deux côtés avec autant de bonheur. Donc Youssef Sedik, vous avez donné à ce livre une préface. On va y venir dans un instant. Bon, je vous présente quand même, hein, Youssef Sedik. Vous êtes anthropologue, vous êtes philosophe, vous êtes un spécialiste de la Grèce antique, vous êtes un spécialiste du Coran aussi. Alors, spécialiste du Coran, peut-être que ça demande à être un peu explicité. Vous nous avez dit, par exemple, il y a quelques années, ça m'avait beaucoup marqué, le livre m'avait beaucoup fait réfléchir, m'avait beaucoup donné de grains à moudre. Nous n'avons jamais lu le Coran. Hein. Vous m'en avez fait honneur dans vos œuvres à vous. Ah bah je l'ai cité parce que c'est pas si souvent qu'on peut citer des gens sur lesquels on s'appuie pour essayer soi-même de réfléchir un peu plus loin, et ça m'avait vraiment donné ouvert beaucoup de pistes, et je vous en remercie beaucoup. Et donc ça, c'était en 2004, c'était aux éditions de l'Œuvre. Mais alors inlassablement, vous avez remis l'ouvrage sur le métier, puisque déjà en 2002, alors vous êtes fidèle aux éditions de l'Aube, vous êtes fidèle à l'Aube. Oui. Hein, donc en 2002, le Coran, autre lecture, autre traduction. En 2004, donc ce fameux nous n'avons jamais lu le Coran. Vous êtes revenu là-dessus ensuite sur cette question de la lecture du Coran, ou plutôt, devrait-on dire, de l'absence de lecture ou du Coran dans le grand malentendu, l'Occident face au Coran. Une question, ça c'était en 2010, oui. Par rapport à ça, vous en êtes où de votre cri, c'est-à-dire nous n'avons jamais lu le Coran? Est-ce que vous avez l'impression qu'on s'est mis enfin à le lire à la suite de à la fois de vos exhortations et des conseils que vous avez pu donner pour s'aventurer dans ce texte? C'est en soulever une polémique qui dure toujours, qui reste actuelle en Tunisie. Les gens disent je suis le seul à prétendre l'avoir lu alors que je suis dedans. Je suis dedans, on en est, vous aussi d'ailleurs, on en est au questionnement. Pourquoi on a abandonné la piste archéologique? Rien. Pourquoi on a abandonné la piste de l'origine des langues, de l'araméen? Qu'est-ce qu'il vient faire? Nous savons que, par exemple, dans le français, le mot espérer au XVIIe siècle voulait dire attendre seulement. Il a évolué en 2 siècles et demi. Et Madame de Sévigné disait à sa fille, tu as dit que tu viendras la semaine prochaine, je t'espère. Mais espérer a évolué depuis. Alors que dire de mots qui datent de 14 siècles? Qu'est-ce qu'ils étaient? Et que sont-ils devenus? Et là, je suis dedans.
Je ne suis pas en train de dire je suis le seul à l'avoir lire. Et c'est ça la polémique qui dure jusqu'à aujourd'hui avec les islamistes tunisiens, avec tous les médias. Vous savez bien pourquoi, Youssef Sedik, parce que en réalité, ce dont vous réclamez le droit et la nécessité, à savoir ce que vous venez d'appeler une archéologie, qu'on peut appeler aussi une généalogie, linguistique, conceptuelle, absolument, etc. Dans le sens Foucaultien et dans le sens d'un archéologue ordinaire. Voilà, et tout cela fait du Coran un objet historique. Hein, et vous savez très bien à partir de là que vous vous heurtez à une doxa ou à une orthodoxie doxique, selon laquelle le Coran est tout sauf un objet historique, mais une espèce d'ovni métaphysique qui serait tombé tel quel un jour, comme le monolithe dans 2001 Odyssée de l'espace. J'en suis très conscient parce que dernièrement, dans un média comme celui-là, télévisuel, j'ai dit que c'est l'inspiration, c'est l'inspiration. Mahomet, c'est exactement comme Shakespeare. On peut enseigner l'anglais 1000 ans à quelqu'un, il ne ferait pas un seul vers de Shakespeare, et on peut apprendre l'arabe à 1000 ans à quelqu'un, il ne fera pas un verset, sauf que c'est une inspiration. D'ailleurs, les Mu'tazilites l'ont dit, vous le savez. Oui, les premiers rationalistes ont dit que Dieu inspire des idées à Mahomet, et c'est lui qui parle sa langue de tribu, quoi. Oui. Mais on a toujours l'impression que la contradiction est indépassable. C'est-à-dire là, vous nous parlez d'un paradoxe et pas d'une contradiction. Oui. C'est-à-dire le paradoxe entre quelque chose qui, tout en étant un objet historique et humain, malgré tout peut avoir un caractère de sacralité parce qu'il y a un événement d'inspiration transcendante. Shakespeare est divin. Mais pour la lecture commune, qui est une absence de lecture, justement, ou pour l'orthodoxie, il y a contradiction. C'est-à-dire, soit un texte est sacré, soit il est un objet historique. Soit il est divin, soit il est humain. Et vous militez pour la complexité de l'approche, en réalité. Oui, je milite même pour l'absence du sacré dans l'islam. Mais il n'y a pas de sacré, il y a le haram. Le haram n'a rien à voir avec le sacré. Le haram, c'est la limite entre la démesure et la mesure. Mais le sacré, sacer, sacer, en latin, ça veut dire rupture entre le sanctuaire et le profane. Et il n'y a pas ça en islam. Vous le connaissez aussi bien que moi, sinon mieux. Il n'y a pas de sanctuaire en islam. Donc, il n'y a pas de sacré. Et ça, c'est un problème qui peut toucher à la problématique de Lilia aussi. Bon, et alors aujourd'hui, on est là pour parler du livre de Lilia. De Lilia. Ce regard empêché. Vous, comment vous l'avez compris immédiatement, ce titre, le regard empêché? Oui. La notion de péché et la notion de ce qui est l'objet d'un empêchement, les deux. Oui, l'orthographe français ne permet pas que le N avec le P soit un N. Il deviendra immédiatement. Mais le trait d'union était très ambigu. Et moi, j'ai presque traduit dans le titre de ma préface un regard tue, parce qu'elle parle de voix aussi. Il y a la voix de l'œil. Un amalgame entre plusieurs sens. Oui. Et ce regard tue, on en parlera peut-être, en faisant la différence entre le mot sexe, en franco-latin si vous voulez, ou d'origine latine, et le mot correspondant, le mot équivalent en arabe, qui veut dire entre deux, farj. Il ne veut pas dire section, il ne veut pas dire coupure. Voilà. Alors, farj, c'est un des mots en arabe qui reviennent beaucoup hein, dans votre texte, Lilia. On va y revenir. Mais avant même d'entrer, encore une fois, dans le vif du sujet, vous dites à propos de cette préface que vous donne Youssef, vous dites « Je remercie Youssef Sedik pour le souffle d'éternelle jeunesse qu'il m'a transmis. » Oui. C'est joli, c'est très joli. Oui. Hein, qu'est-ce qu'il vous a donné exactement dans c'est très mystérieux en même temps. Plaisir, ce souffle d'éternelle jeunesse. C'est formidable. Vraiment. Ça me flatte énormément. C'est comme ça que vous l'avez reçu, Lilia? Comment? Comme un souffle d'éternelle jeunesse. Exactement. Oui, je ne saurais pas le dire autrement. Bon, on va le laisser à sa beauté poétique. Et puis vous, Youssef, alors vous commencez votre préface d'une façon assez amusante, c'est-à-dire que vous dites qu'au départ vous avez vu arriver avec un peu de circonspection cette écriture juvénile, et vous dites la chose suivante. J'avoue que je vous cite. J'avoue que l'aîné en moi s'est d'abord comporté selon la morgue d'un rapporteur pour une soutenance de thèse, et je m'en mords les doigts. Au fil de mes vérifications, le nez enfoui dans les notes de bas de page à chaque fois qu'un renvoi, une citation ou une affirmation hardie m'a semblé domptable par les seuls maîtres en la matière, j'ai dû congédier mon orgueil pour faire face au seul plaisir de lire. Donc petit à petit, vous avez été convaincu. C'est vrai. Et qu'est-ce qui vous a convaincu? Qu'est-ce qui a emporté votre respect intellectuel dans ce travail? Ce qui a justifié d'abord mon avis défavorable.
j'ai exprimé au début, comme si je corrigeais une thèse, ce qui est un calvaire que vous connaissez, corriger un élève. Et puis, je me suis dit, cette fille-là, qui était jeune, qui a l'âge de mes élèves, a fait tout son cursus en Tunisie. Et nous connaissons maintenant, tout le monde le reconnaît, même les ministres en Tunisie, les responsables, les pédagogues, que le niveau est devenu très très bas. Donc je me suis dit, ça doit être ou des plagiats, mais j'ai trouvé une très grande cohérence au fil de ma lecture, que finalement, je me suis dit, je serai un lecteur, simplement, avec tout le plaisir de quelqu'un qui prend la voiture pour une longue distance et qui commence à lire un très beau roman ou un très bel essai. Surtout très bien écrit, à la manière de Starobensky ou à la manière de ces gens-là qui écrivent grands critiques du théorique, et qui sont capables de façon transversale de mélanger les registres de référence, de vous ravir, comme s'ils écrivaient un poème, alors qu'ils écrivaient des choses très précises sur le XVIIe siècle, sur Racine, sur Rousseau, des choses assez sérieuses. Mais autre chose, moi, qui m'a énormément fait plaisir, c'est la manière dont elle s'est présentée pour me demander cette préface. D'abord avec beaucoup d'insistance et de détermination. C'est comme si c'était un devoir pour moi, une obligation. C'était dans sa ville natale. Elle est venue alors que je venais par hasard pour toute autre chose. Et elle a dit, il faut que vous me fassiez un peu. Je lui ai dit, d'accord, je vais prendre le bouquin, je vais faire. J'ai 7 ou 8 bouquins maintenant qui sont intéressants. Et je ne me sens pas du tout capable de faire une préface ou le plaisir de faire une préface maintenant. Mais là, d'abord, le sujet m'intéresse beaucoup parce que ça fait partie un peu de mon travail. Et autre chose qui est très, très, très important, c'est que tout cela à travers une très grande connaissance de la peinture, soit universelle, mondiale, des Poliakov, des Goya, etc. Je ne sais pas s'il les a cités ou pas, mais la peinture universelle. Alors justement, elle a placé la peinture tunisienne à l'intérieur de cette peinture-là. Tout à fait. Alors, je voudrais en profiter pour dire quand même quelque chose qui est important, c'est que vous parlez du regard empêché, le regard sur le corps féminin dans la culture musulmane, avec une inscription très forte dans la société tunisienne, mais il y a en même temps une interrogation qui a une vraie dimension d'universalité. Absolument. C'est-à-dire que vous vous en servez comme support de cette inscription dans une culture et dans une société pour interroger de façon beaucoup plus universelle quelque chose qui est de l'ordre d'un archétype en réalité, du côté du regard et du côté du corps. Le regard porté par l'homme sur la femme a quelque chose d'archétypal dont on retrouve un certain nombre de fondamentaux dans toutes les cultures, et le corps féminin joue manifestement un rôle archétypal aussi de façon bien plus large que ce dont il s'agit dans la culture musulmane. À partir d'une question qui m'a semblé fondamentale, en tout cas en m'accrochant dans la lecture du livre, au fil des références, je me suis dit finalement, quelle est la question qui est posée? Et alors, je vous la propose de la façon suivante. Je disais au départ qu'il s'agissait d'une énigme. Et si je devais dire l'énigme, énoncer la question qui fait énigme, ce serait ça. Quand un homme voit une femme, que regarde-t-il? Ou, inversement, quand un homme regarde une femme, que voit-il? Ou, si je le dis à la mode kantienne, Kant qui disait « Que nous est-il permis d'espérer ?» Qu'est-ce qu'il espère voir? Qu'est-ce qu'il espère voir et qui finalement ne lui est jamais donné à l'arrivée dans ce regard, puisque ce qu'il tente, c'est qu'il espère voir, semble se dérober au fur et à mesure que le regard a plus de pénétration. Et j'emploie un terme à connotation délibérément sexuelle parce que se joue aussi dans le regard la question de la sexualité que vous abordez dans le livre. Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour partir de cette question? Quand un homme regarde une femme, que voit-il? Que regarde-t-il? Qu'espère-t-il voir et qui lui échappe? Lydia. Oui. Alors, j'aimerais d'abord revenir sur la question des références. Pour les références des images, peut-être on en parlera plus tard. D'accord. Mais cette question que vous avez évoquée sur le fait que je parte de références entre guillemets dites arabo-islamiques, c'est ça. est très importante. Pour moi, elle est centrale
parce que dans ce travail, comme je l'ai dit, il y a des choses que j'ai voulu pas remettre en question, mais revenir à l'origine des choses. Et disons que pour moi, il y a beaucoup de choses en effet qu'on attribue à l'islam ou qu'on attribue à la culture arabo-islamique, mais en effet qui sont inscrites dans une vision plus universelle. Et c'est ça que je suis allée chercher. Et donc tout le travail, en effet, il y a ce balancement, ce balancement exactement continuel entre un monde et puis après cette place dans le monde plus général. C'est-à-dire ce que vous arrivez très bien à faire, c'est à montrer qu'à la fois il y a une particularité de la problématique du regard sur le corps de la femme dans la culture musulmane, oui. Et qu'au-delà de cette particularité, néanmoins, il y a quelque chose qui nous renvoie à une énigme ou une question universelle. On en vient à ma question. Hein, qu'est-ce qui se passe dans le regard que l'homme porte sur une femme? Justement, là, j'ai une précision là-dessus. Moi, enfin, le texte, enfin, le livre a pour titre le regard empêché. Oui. Et ce n'est pas nécessairement le regard de l'homme sur la femme. Ou alors, si c'est le regard de l'homme sur la femme, c'est le regard de l'homme en tant qu'être humain, l'homme avec un grand H. Voilà. Pas donc, nécessairement du masculin. Voilà, exactement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le regard qui est porté sur le corps féminin, parce que j'ai l'impression que cette problématique-là s'applique également aux femmes, et de leur propre regard sur les autres femmes et sur elles-mêmes, et que nous sommes tous au fond soumis au même questionnement, voilà. Et à la même énigme, et nous avons en même temps la même intuition qu'il y a quelque chose du côté du corps féminin à scruter. Et ce mystère, dans le livre, vous le cristallisez autour d'une notion en arabe, qui est la notion de Aourat, hein, oui. C'est ça? Aoura, oui. Aoura, on peut prononcer le T à la fin ou pas, hein, voilà. Youssef, dans votre préface, vous le traduisez par l'objet à ne pas voir. Alors c'est paradoxal, puisque le corps féminin, c'est le corps qu'on aime à regarder, qu'on se plaît à regarder, et en même temps, c'est l'objet à ne pas voir. À ne pas voir, parce que c'est un peu comme dans l'astronomie, l'idée de l'antimatière ou du trou noir. Oula. Oui, parce que j'ai eu la très belle surprise, quand j'ai lu ça, de retrouver un travail qui n'était pas encore publié de moi sur la notion très nette dans le Coran, que Adam est finalement une seule et même personne, féminin et masculin, et que la section, ce qui est de la section avec un X, vient après. Ah oui. Et j'ai trouvé exactement la même intuition, alors que n'en savait rien de mes travaux, et je ne savais absolument rien des siens. Et en arabe, c'est ce vide entre les deux, qui est masculin et féminin d'ailleurs. On dit farj de l'homme, c'est-à-dire farj au sens sexe féminin de l'homme. Et dans le Coran, vous le connaissez, ceux qui conservent leur farj, et celles qui le conservent, qui veut dire les deux ont un entre-deux, un vide. Et c'est la vie, la vie sociale qui fait cette différence, qui est finalement une différence plutôt de l'ordre du sociologique et non pas du tout de l'ordre de l'ontologique ou du métaphysique. Ça, c'est quelque chose qui est très très visible dans la sourate 20 du Coran, où la phrase mélange le duel et le seul, en parlant à Adam. Elle dit Adam, méfie-toi du diable. Et là, ils ne se sont pas méfiés, c'est duel, et ils se sont mis à cacher leur sexe, etc., etc. Et à la fin, il dit voilà que Adam a désobéi à son Dieu. On retourne à la première personne, à la troisième personne du singulier, alors qu'avant on parlait de deux. Et tout ça, elle l'a vu d'une manière vraiment très très implicite. Ça prouve vraiment qu'elle a une lecture à la fois dans le patrimoine et dans le fond arabo-islamique et dans le fond universel européen, philosophique. Donc Lilia Abacha, dans le livre, vous expliquez que Aoura est un terme arabe, je vous cite, qui désigne les parties du corps qu'il faut cacher. Oui. Donc ce qu'on appelle en français souvent les parties honteuses. Oui. On voit bien là ce dont vient de parler Youssef, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui concerne à la fois le masculin et le féminin. Néanmoins, quelque chose qui va être dans la culture musulmane, c'est marqué de façon très forte,
assimilé au corps féminin. Et voilà comment vous en faites pour la première fois dans votre existence l'expérience. Oui. Vous le racontez, je vais me permettre de le lire, Je vous en prie. si vous le voulez bien. Vous dites, la femme est aura. C'est-à-dire qu'elle est identifiée à ces parties du corps qu'il faut cacher. Quand j'ai entendu cette affirmation pour la première fois, j'étais une petite fille. Mon grand-père m'avait installé sur ses genoux et m'avait alors confié cette chose, comme un secret qui m'avait attendu, là, quelque part. « Non, ce n'est pas vrai, lui avais-je répondu tout de suite, sans même comprendre le sens du mot qu'il venait d'employer. Je ne me sentais pas concerné par cette femme. De quelle femme parlait-il ? J'étais en train de m'apercevoir qu'une créature me hantait, et elle était Aura. Oui. Alors, cette créature, de quoi s'agit-il ? Ne nous faites pas peur. Alors... On a déjà parlé d'astrophysique avec Youssef. Astrophysique dans Culture d'Islam, vraiment tout est possible dans cette émission. Mais alors, vous vous étiez rendu compte, en tout cas, qu'il y avait peut-être une créature en vous et vous vous refusiez à être cette exactement, créature. Oui. C'est exactement comme ça que j'ai découvert et le mot Aura et le fait que la femme le soit. Et alors, ce qui m'a intéressé là-dedans, a posteriori, c'est que j'ai refusé ça tout de suite, sans savoir ce que c'était. Donc, ce refus immédiat. Et donc, ce qui m'a aidé à un peu, enfin, dans mon questionnement plus tard, c'est de me dire, mais pourquoi, qu'est-ce que j'ai refusé, puisque je ne sais pas ce que c'est que Aura, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi est-ce que j'ai refusé, qu'est-ce qui là-dedans a suscité mon refus. Et donc, c'est peut-être le fait qu'ils disent la femme est quelque chose. Cette essentialisation. J'étais déjà exclue dans cette femme. Je ne faisais plus partie. Enfin, vous étiez assimilée à une totalité déjà, qui niait votre s'appelle singularité. La femme. Voilà. Ça s'appelle la femme. Et moi, je suis la femme, donc je suis devenue cette femme. Et donc, elle est caractérisée par Aura. Et il est vrai que je mets ce terme dans une position assez centrale dans ce travail, parce que, moi, je l'ai vu un peu. Pour revenir au rapport entre la aura et les parties honteuses ou les parties sexuelles, ce que j'ai trouvé intéressant dans cette l'une des définitions de aura, qui est la partie du corps qu'il faut cacher, ce qui est intéressant, c'est de voir les choses à l'envers. C'est-à-dire que, au fond, ce qui est sexuel, c'est ce qu'on cache. Et donc, ce n'est pas prédéfini. Et donc, ce qu'on décide de cacher, c'est ça qui va devenir sexuel. Qui va le déterminer. Qui va déterminer ce qui est, le sexuel, finalement, n'est pas, n'antècède pas, ne précède pas ce que l'on cache. C'est le fait même de cacher. Oui. Exactement, c'est le fait de cacher. Et donc, mais en revanche, nous avons ce quelque chose qu'il faut cacher en nous depuis toujours. Et ça va différer selon les cultures, selon les personnes et selon les convictions. Mais nous avons tous ce besoin de cacher quelque chose, parce qu'il y a ce quelque chose par origine caché en nous, qui a été découvert et que nous allons vouloir recouvrir. Et l'histoire d'Adam et Ève qui se recouvrent le sexe reprend un peu cette idée. Mais alors pourquoi ensuite est-ce que cette part cachée de nous-mêmes se cristallise sur le corps féminin dans sa nudité, puisque vous parlez beaucoup de la nudité du corps. Et en particulier, à un moment donné, alors il y a deux phrases que vous répétez qui m'ont frappé. La première est « Toute exposition du corps féminin recèle quelque chose de trop, ou révèle quelque chose de trop ». Et vous dites ensuite, et je crois qu'il y a une affinité très forte entre les deux, la nudité est chose féminine. C'est-à-dire que dans l'exposition du corps féminin, il y aurait la monstration, c'est-à-dire la mise en lumière de quelque chose qui, en nous, les êtres humains, demande à être caché ou nous renvoie à ce qui, de nous-mêmes, ne peut pas ou ne doit pas être vu. Oui, c'est exactement. Vous avez très bien. J'ai compris. Malgré, malgré. Eh ben, je me suis donné du mal. Mais alors, pourquoi, encore une fois, cette part cachée de nous-mêmes se cristallise dans le corps féminin ? Pourquoi ? Alors, il y a deux choses. D'abord, moi, je couple la notion de Aura dans le livre avec la notion de farj que vous avez évoquée. Alors moi, la notion de farj, je me suis beaucoup intéressée à la part du farj qui veut dire le spectacle. Et à travers ces deux notions-là, qui désignent le sexe féminin, on remarque que le sexe est désigné par des termes qui sont, contraires, et donc ça révèle un certain paradoxe dans le corps,
qui n'est pas seulement féminin, ce n'est qu'une expression de ce paradoxe-là à travers le corps féminin. Donc c'est quelque chose, il y a sur le corps quelque chose qui doit être caché, mais en même temps qui est exposé. Alors pourquoi c'est féminin? Là, oui. ce serait, il faudrait, j'ai fait tout un cheminement là-dessus, et pour ça, il faudra revenir à qu'est-ce que la femme représente pour l'être humain, pour l'homme, pour l'être humain, et qui est cet être en lequel nous avons rejeté ce que nous considérons comme inhumain, et qui va être féminin par rapport à un référent masculin. Oui. Mais Alors, ça, c'est quelque chose Ce qui est inhumain, dans quel Oui. sens est-ce qu'on vous l'entendez? Oui. Inhumain, c'est ça peut être surhumain aussi. Hein, Oui, ça absolument. peut être ce qui dépasse Absolument, l'humain, exactement. ce qui transcende l'humaine condition, Oui. ce qui en l'homme même Oui. transcende l'humaine condition, et vers lequel le corps féminin nous amène au seuil. La notion de seuil dans votre livre Oui. et de porte est très importante. C'est-à-dire, Oui. il y a une porte dans le corps féminin, Oui. où en tout cas, il a toujours joué ce rôle d'archétype de la porte vers autre chose. Oui. Hein, Youssef? Je voulais intervenir, parce qu'il y a un sens assez particulier Oui. dans l'arabe classique, surtout celui du Coran, de muhawara. Ça veut dire la chose qu'on ne peut pas défendre, qui est indéfendable, qui est fragile, vulnérable. Et dans la sourate 9, par exemple, les gens lâches qui ne veulent pas guerroyer avec le prophète lui disent non, on peut pas laisser nos demeures sans aura, c'est-à-dire des tentes sans porte. Tout le monde peut Ouverte à tous les vents. ouverte à tous les ans. Et c'est la femme. La femme, quand elle a son contrat, un mari, etc., on dit qu'elle est dotée de remparts. Muhassana. Muhassana. Hassan, ça veut dire rempart. Et quand elle n'en a pas, personne ne peut la défendre. Alors là, elle est là pour être tout à fait capable d'être violée par n'importe qui. Elle est exposée à cause de sa vulnérabilité à toutes les aventures. C'est le sens du mot awra. L'awra, c'est ce qu'on ne peut pas défendre parce qu'on n'a aucune légitimité pour le défendre. Et elle est awra. Quand elle a un mari, elle est dans un rempart. Et on dit même qu'il a construit sur elle. On dit, il a épousé une femme, il a construit sur elle, c'est-à-dire que c'est fini. Il est maintenant elle est dans son gynécée. Elle est dans son gynécée, elle est dans le gynécée d'un homme. Alors, le gynécée, c'est pas seulement l'homme, ça peut être le vêtement. Ça peut être aussi le lieu. Ça peut être le gynécée, c'est-à-dire le lieu réservé aux femmes. Vous parlez beaucoup du hammam dans votre livre, Tout à fait. Lilia. Donc, comment est-ce que vous interprétez justement cette nécessité, qui n'est pas une nécessité morale, hein, on n'est pas dans le domaine moral, que justement autour du corps féminin se dresse un certain nombre de remparts, ou que ce corps soit dissimulé derrière un certain nombre de voiles ou de filtres, peut-être, je ne sais pas comment il faut appeler la chose, pour la faire symboliser au-delà du vêtement. Oui. En fait, je base un peu tout ça sur la notion de séparation. Oui. Il y a une séparation qui est nécessaire, qui se traduit concrètement par une séparation entre les hommes et les femmes. Et je remarque que les hommes également sont enfermés quelque part dans des choses qui leur sont attribuées également, de même que les femmes. Mais cette séparation, en réalité, qui se concrétise donc par une séparation concrète, elle vient d'une nécessité de séparation d'autres choses qui nous concernent. Et justement, c'est la séparation entre l'être humain ordinaire, vulnérable, qu'on peut toucher, et qui est masculin, même si il est duel, hein, il comporte l'homme et la femme, mais il a une base, comme on dit en informatique par défaut, il est masculin. Et cette masculinité, c'est comme ça. Je ne sais pas encore pourquoi, mais je n'ai pas encore cherché de ce côté-là. Pourquoi est-ce que la base est masculine? Mais en tout cas, c'est intéressant à creuser peut-être. Oui. Mais en tout cas, c'est vrai. Et pour son autre, ou cette entité qui tout à l'heure j'ai utilisé le mot inhumain
c'est parce que dans le mot inhumain, j'aime bien le in qui veut dire dans l'humain. Oui, exactement. C'est dans l'humain, mais en même temps qui signifie ce qui n'est pas humain. Mais voilà, en réalité, c'est humain et qui, pour le coup, va être opposé donc féminin. Et donc ça explique l'aspect féminin. Et la femme représente cet être-là. Et en effet, il est nécessaire de l'entourer de tous ces voiles, comme vous dites, pour créer cette sacralité, de mettre une distance, parce que ce qui est distancié est ce qui est sacré. Entendons-nous bien, hein, on n'est pas en train de discuter sur le plan moral, est-ce qu'il faut couvrir le corps de la femme ou pas. Non. On n'est pas en train de faire l'apologie du voile, par exemple. Pas du tout. Oui, mais c'est très important justement parce que la vertu de votre livre, c'est que vous déplacez ces questions. Hein, c'est que vous montrez que il y a tout un ensemble de fondements anthropologiques, psychologiques, psychanalytiques, qui explique que traditionnellement le corps des femmes ait été caché, hein, ce qui évidemment n'est pas du tout une justification de la loi religieuse qui en fait un ordre et un commandement traditionnel, hein, bien entendu. Méditons quelques instants là-dessus. Le dhikr du cœur de la grande mosquée des Omeyyades à Damas. Culture d'Islam sur France Culture, on est toujours avec Lilia Bacha et Youssef Sedik pour Le Regard empêché, hein, le livre de Lilia Bacha sur lequel on s'interroge aujourd'hui. Youssef, vous vouliez intervenir sur cette question du regard empêché sur le corps féminin et bien justement sur ce corps féminin que la tradition veut voiler. Hein. Voilà, vous avez bien dit que le livre s'écarte et dépasse tout cela. Il est désaxé par rapport à cette problématique qu'on vit aujourd'hui, mais elle renvoie à cette manière de quitter le sujet banal, ordinaire du voile au pas voile dans un espace public ou pas dans un espace tel qu'elle a été posée ici en France ou même maintenant dans certains pays arabes comme la Tunisie. Mais ça montre ce qu'elle a fait, que même les salafistes qui en parlent évitent de lire l'autre moitié
de la recommandation du voile. L'autre moitié de la recommandation, elle est civile. Elle est civile. Car, dites aux prophètes, dites à vos femmes et aux femmes des croyants de jeter sur elles une espèce de voile, du pas ni cheveux, ni rien du tout. Mais cela est à même de leur éviter d'être objet de nuisance. Le problème sera résolu. S'il y a la police, s'il y a une autre manière de protéger l'intégrité d'une femme, le voile serait inutile. Et là, elle dépasse cette problématique et elle pose le problème au cœur de l'ontologie du corps féminin. Exactement. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur le plan littéral de code vestimentaire. On est sur le plan de la symbolique et on est sur le plan d'une érotique métaphysique. Tout à fait. C'est-à-dire que l'érotique, c'est ce qui dérobe au regard en même temps qu'il dévoile au regard. Et vous dites donc, Lilia Bacha, que ce qui se cache en réalité dans tout corps féminin, c'est une créature extraordinaire. Et vous avez cette phrase, il y a une créature extraordinaire qui hante toute femme ordinaire. Et cette créature, vous dites, nous l'appellerons Hawa, Ève en arabe. Et à ce sujet, au sujet de cette femme extraordinaire qui hante toute femme ordinaire, vous citez l'écrivain, de quelle nationalité est-il? Égyptien, je crois, Tawfiq el-Hakim, qui traduit cette idée quand il compare le regard de la femme égyptienne à celui de la française. Oui. Il écrit « L'égyptienne conserve ses regards et les retient derrière ses cils rabattus, comme se garde l'épée dans son fourreau jusqu'au moment propice où elle lève la tête et plante un unique regard qui sera absolument tout. » Et dites-vous, Tawfiq al-Hakim avait précisé au préalable, c'est pour cette raison qu'elle ne regarde pas beaucoup son interlocuteur, cette femme égyptienne, qu'elle mesure ses regards et qu'elle ne les lance pas gratuitement ou au hasard, comme le ferait une Française hardie et légère. Bon, c'est un peu des stéréotypes, hein. Néanmoins, qu'est-ce qui se passe là dans cette, vous voyez, qu'est-ce qui se joue dans cet extrait? En quel sens est-ce qu'il y a une femme extraordinaire qui hante toute femme ordinaire? En fait, moi, quand j'ai lu cette partie-là du livre, au début, j'étais outrée. Parce que je me suis vue dans la femme française qui a qui a plusieurs regards. En fait, j'ai l'impression qu'il y a la séparation qui va se faire entre la femme extraordinaire et la femme ordinaire. Et là, nous retrouvons l'être dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est l'être ordinaire, qui est masculin et féminin. Donc la femme aussi est ordinaire. La séparation qui va se faire entre cette femme et la femme extraordinaire se fait par un regard, et qui est le regard unique. C'est également une manière de définir cette créature extraordinaire. C'est une créature qui ne regarde qu'une fois et qu'il ne faut pas regarder. Et donc, c'est une créature on pense à la mythologie. Oui, exactement, exactement. Eurydice. Oui, notamment. Oui. Et qu'on ne peut regarder qu'une fois si jamais on a le malheur de la regarder. Orphée, on rappelle aux auditeurs, Orphée qui était allé chercher Eurydice aux enfers et qui a eu le malheur de se retourner pour voir si elle le suivait bien. Hein. Et donc, lorsque le regard de l'être humain se porte sur le corps féminin, il y a ce danger de voir quelque chose qu'on ne doit pas voir. Exactement. Il y a alors ce danger, d'ailleurs au début du livre, je donne un nom à cette attitude qui fait que devant un corps féminin, on a en même temps envie de regarder et en même temps envie de fermer les yeux. Cette attitude-là, je l'ai appelée la voix de l'œil. C'est comme si notre œil avait une petite voix qui nous chuchotait de ne pas regarder, mais de regarder à travers les paupières, de regarder en cachette. Et alors, nous n'avons pas cette attitude uniquement face au corps féminin, mais d'autres corps de cet ordre-là. En effet, j'ai un peu perdu. Oui, non, vous n'avez pas perdu le fil, je vous rassure, parce que en réalité, quand on regarde à la dérobée comme ça, si on le dit de façon péjorative, on va dire regarder en voyeur. C'est que au-delà de la pulsion qui peut nous pousser à regarder en voyeur, il y a l'intuition que dans la nudité du corps, et pas seulement du corps féminin, quelque chose va nous être révélé.
Quelque chose va nous être révélé de nous-mêmes, de la condition humaine et de l'inhumain dans l'homme, Oui. etc. Et c'est quelque chose, voilà. Et hélas, alors la déception, c'est que quand le corps nu est vu comme tel, eh bien finalement la chose nous a échappé. Exactement. C'est ce qui définit aussi cette vision. C'est que c'est une vision de quelque chose qui constamment se dérobe, qui est toujours, il y a toujours un trop tard qui est lié à cette vision. Et ce petit déplacement, ce petit décalage définit pour moi le désir. C'est-à-dire que je reprends un peu cette définition du désir comme manque. Pour moi, c'est pas exactement quelque chose qui manque. C'est quelque chose qui est juste à côté, mais qui est toujours juste à côté. Et donc nous, ce n'est pas quelque chose qui n'est pas là, de lointain, mais que nous recherchons parce que c'est juste à côté. Youssef. Le regard non empêché et le regard empêché seraient dans le même rapport que ce que disait René Char à propos du poème. Il disait que le poème, c'est le regard réalisé. Il disait que le poème, c'est l'amour réalisé du désir demeuré désir. C'est-à-dire que le regard empêché est toujours comme une création continue, dirait Kant. Alors que le regard réalisé, le regard qu'on a posé sur la femme, soit pour la peindre, soit pour la consommer, entre guillemets, pour consommer le désir, ce serait comme un poème, mais un poème qui appelle d'autres désirs, qui appelle d'autres manques, qui signale le manque. C'est-à-dire que l'infini est du côté du désir, pas du côté de sa satisfaction. Pas du côté du poème, ni du côté du regard fait, du regard réalisé. Voilà, du regard réalisé. On a réussi à voir la nudité, et finalement, eh bien, elle est décevante parce que quelque chose qu'on allait chercher de son côté toujours nous échappe. Et ce qui est très étonnant, c'est la façon dont vous arrivez à montrer que ce désir de regarder le corps dans sa nudité, en particulier le corps féminin, c'est un désir sexuel et qui, comme tel, peut être pris en charge par la psychanalyse, etc. Mais c'est un désir dans lequel il y a une dimension spirituelle également. Vous le montrez très bien en disant, par exemple, ceci. Le corps féminin n'est pas un corps ordinaire. C'est un corps regardé, associé au génie et aux esprits. La femme n'est pas seulement le génie, elle porte en elle le génie. En arabe, djinn, génie, partagent la même racine que janine et jounoun, fœtus et folie. Le corps regardé d'une femme est enceinte d'une folie. Et un tel corps habite les seuils des lieux frontières. C'est un corps divin. Et ensuite, vous partez sur une longue digression sur la nuit de la valeur. Laylatul Qadr. C'est très beau, ça. Voilà. Ce texte est très beau. Donc, en réalité, vous faites une analogie entre le corps féminin et le seuil, la porte, l'ouverture vers quelque chose d'autre, qui, comme tel, fait l'objet d'un désir spirituel. Oui. Oui, et cette ouverture a la particularité, c'est ce que j'évoque plus tard avec la nuit de la valeur, de contenir quelque chose qui n'est pas contenu, de contenir l'infini. C'est d'où parce que le seuil est une sorte de limite, et cette limite s'associe aussi à notre appréhension du corps féminin, notre vision du corps féminin, qui est une limite. Et on recherche une transgression à travers cette vision. Mais cette transgression, ce n'est pas aller au-delà de la limite, c'est se perdre dans cette limite. Oui. Vous arrivez au terme de transgression, et il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé dans votre livre, c'est que vous dites, dans des sociétés cadenassées par l'orthodoxie religieuse, la répression a remplacé la transgression. Oui. Ou la possibilité de la transgression. C'est-à-dire que on a institué au corps féminin un rapport qui s'est considérablement appauvri, à force de répression et de claustration de ce corps dans des enfermements successifs. Et ce faisant, on a perdu ce génie qui consiste à faire du corps féminin une porte, une ouverture, quelque chose qui a une dimension transgressive et subversive parce que c'est quelque chose qui nous met en rapport avec d'autres univers. Il y a quelque chose comme ça, oui ? Oui, absolument. Il y a absolument quelque chose de cet ordre-là. Youssef, c'est dit ? Moi, je dirais que la transgression a remplacé l'agression. Parce que la répression est toujours
Une agression, parce que qui dit répression dit une certaine légitimité. On dit une réaction au moins justifiée. Mais là, il y a une agression. Il y a, dans le rapport qu'on a, surtout le rapport du regard sur le corps féminin, il y a une vraie agression. D'ailleurs, la femme se sent agressée dans la rue, avec des regards qui sont pas violents, mais se sent agressée, dénudée. On dit qu'elles se sont dénudées. Et agression qui va de pair avec frustration. Parce qu'il y a beaucoup de frustration aussi. Absolument. J'ajouterais juste une petite chose, c'est que on a besoin de transgression. Alors, mais attention, le mot est à comprendre dans son sens véritable. Je n'ai pas du tout dit qu'on avait besoin de faire n'importe quoi, bien évidemment, mais la transgression, c'est une manière d'organiser la violence qui est autour de nous. Et nous avons besoin de ça. Et si on l'empêche, comme vous dites, par cette agression, répression et frustration, il y a quelque chose qui n'est plus possible. En effet... et on étouffe. Oui, mais plus que ça, on arrête d'être nous-mêmes. On arrête... nous avons besoin, c'est quelque chose qui est un besoin, nous avons besoin de ça. Oui. Oui, parce que la transgression est la porte de l'ouvert. Transgression, transcendance. Il y a quelque chose qui s'ouvre vers l'ailleurs, vers l'infini, dans la c'est une part de nous-mêmes. Voilà, c'est une porte d'accès à une part de nous-mêmes que nous ne pouvons pas aborder de manière directe et qui a besoin d'être abordée par ce jeu. C'est un jeu. C'est comme une pièce de théâtre où il y a des rôles qu'il faut respecter et il faut jouer ce jeu-là. Et le corps féminin, donc, ou le corps en général. Oui, d'où le corps regardé, en effet, parce que, alors, le corps regardé, c'est un corps que j'ai séparé du corps féminin, que j'ai voulu séparer, et c'est le corps de cette créature également que j'ai séparé de la femme, qui s'appelle Hawa. J'ai fait exprès de prendre le nom de Ève, en arabe, Hawa, et j'ai voulu la séparer. C'est la créature qui nous hante tous, mais sauf qu'avec la femme, il y a cette confusion. Voilà. Merci beaucoup, Lilia Bacha. Je rappelle le titre de votre livre, Le regard empêché, réflexion sur le regard porté sur le corps féminin. Il y a quelque chose de vertigineux dans tout cela. Merci beaucoup, Youssef Sedik, également. Aucun problème. D'être avec venu vous nous deux, voir. j'ai un grand plaisir de bavarder. Merci, compagnon. Je m'avais appelé compagnon au début de cette émission. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Un dernier hommage pour cette année 2016 à Julien Jalaladdin Weiss, une improvisation de ce virtuose du qanun, c'est-à-dire du sitar. C'était Culture d'Islam par Abdenour Bidar. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir Lilia Bacha et Youssef Sedik, qui a fait la préface du livre de Lilia Bacha, Le regard empêché. Vous retrouverez toutes les références du livre et des musiques sur le site franceculture.fr. Pour ma part, je remercie tous ceux qui m'ont aidé à réaliser cette émission. Son attaché de production, Dominique Compétissa, à la prise de son, Bruno Mourlan. Et puis, à la réalisation, Franck Lilin. Dans quelques instants, vous retrouverez Louise Touré et la rue des Écoles.